Alors bonsoir, bonjour à tous plutôt. Bonsoir, il fait pas encore très bien. Alors, nous sommes aujourd'hui en direct avec notre ami Stéphane Blé, le pianiste mondialement reconnu, je vous le rappelle, qui a décidé de vivre en France, donc qui a décidé de vivre en Turquie, qui s'est expatrié. Nous allons être en direct avec lui et on va faire une émission politique. Donc je vous ai dit par rapport au poste les sujets qu'on va traiter. Je vais l'appeler dans 2-3 minutes. Et comme ça, on va pouvoir commencer notre émission. Le temps pour moi de m'installer un peu. J'espère que le son de ma voix marche. Bienvenue à tous. Donc, d'abord un petit message avant d'appeler
Monsieur Blais. Monsieur Blais, pardon, à chaque fois je me trompe sur son nom, excusez-moi. Sayın arkadaşlar, bugünkü programımız ünlü piyanist Stefan Blais. İstanbul'da kalıyor kendisi, bunu bilmektesiniz. Bugünkü konumuz sadece Fransızca konuşacağız galiba. Yine kendi isteğine bağlı. Genelde Fransızca konuşacağımızdan öyle zannediyorum. Kusura bakmayın, yani Fransa'nın arasındaki sorunlar, Türkiye'nin politikası, Orta Doğu politika, ABD'nin bu Akdeniz'deki sorunlarını konuşacağız. Stefan Blais biliyorsunuz bu konuda da uzmandır, danışman ve onun fikirlerini alacağız burada naklen. Ondan dolayı kusura bakmayınız, herhalde %80 Fransızca olacak. Kendi rahatlık hangi dilini hissediyorsa onunla konuşacağız ve önder vereceğim. Kendisi seçecek ya Fransızca ya Türkçe. Kimisi Türkçe konuşmayanlara ve takip etmek istiyorlarsa bana burada mesaj göndersin. Arada bir tercüman da yaparım. Yani hepinizi memnun etmek için elimden geldiği kadar yapacağım. Evet, teşekkür ederim. Şimdi direkt Stefan'la bağlantıya gireceğiz. Alors, je disais à mes amis turcs qu'il est probable qu'on parle et qu'on débatte en français dans la langue où il sera le plus à l'aise parce que je ne sais pas le niveau de maîtrise qu'il a en turc et j'aimerais qu'il soit le plus à l'aise possible pour dire son point de vue en ce qui concerne la politique étrangère qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, je vais l'appeler en direct et on va commencer l'émission. Bonsoir, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. C'est difficile de vous avoir. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bon, attendez, je vais essayer de mettre le son sur l'écran parce que là, l'écran. Voilà, on est à mettre direct sur le JVM, mais j'aurais aimé avoir votre visage sur. Alors, Monsieur Blais, excusez-nous pour un petit peu ce retard et on n'a pas pu se mettre d'accord sur un horaire bien précis. Il y a eu quelques problèmes techniques aussi, notamment en ce qui concerne la communication téléphonique. Donc maintenant, tout est rentré dans l'ordre. On va pouvoir commencer. J'aimerais juste mettre votre son plus fort parce que je n'arrive pas à la mettre sur l'écran. Donc je vais essayer de vous mettre sur le JBL, ça va être un peu plus, on va être plus à l'aise. Et après, je vais pouvoir commencer à vous poser quelques questions. Alors, une petite seconde, je vous demande. Excusez-nous, les auditeurs, on vous fait attendre aussi. Dites voir deux mots pour voir. Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Là, le son. Est-ce que tout va bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vous comptez très bien le français. Alors, c'est bon. Moi, je vous entends moyennement, mais ça va, mais il y a un petit décalage, mais bon, ça passe. Ah, très bien. Bon, alors là, on vous a, le son est bon, l'image est bon, on va pouvoir commencer. Alors, moi, j'aimerais qu'un petit peu vous vous présentiez. Bon, j'ai fait les présentations en amont un petit peu concernant votre pédigré, si je peux me permettre. Mais bon, moi, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est votre installation en Turquie. Est-ce que vous êtes acclimaté? Est-ce que le fait d'être expatrié et d'être loin de votre patrie, la France, il y a des choses qui vous manquent? Enfin, c'est des choses un peu plus particulières, un peu privées peut-être, si vous voulez éventuellement nous toucher deux mots de comment se déroule votre vie en Turquie. D'accord, bah écoutez, je vais dire les choses que je peux dire, oui. On a commencé là où... Oui, là c'est ma première question, c'est peut-être privé, je rentre peut-être...
Turquie, je suis très heureux d'y être parce que c'est ce que j'avais choisi. Ça fait déjà très longtemps que je venais régulièrement, surtout pour des concerts, hein, comme je suis pianiste et compositeur. Et il y a à peu près 2 ans, je me suis dit, mais bon, j'ai toujours beaucoup aimé Istanbul, j'ai beaucoup d'amis ici, et j'ai décidé de venir m'y installer. Donc voilà, j'ai pris un appartement ici et je suis en grande partie ici maintenant. Bon, je bouge quand même un petit peu, mais je suis à Istanbul où je compose beaucoup d'ailleurs sur des mélodies ottomanes. J'ai écrit beaucoup d'œuvres de rhapsodie turque, de rhapsodie ottomane, d'après la musique soufie, Mevlana, d'après Dede Effendi. Donc je ne me sens pas dépaysé parce que je me suis toujours senti bien en Turquie. Donc non, j'ai pas le mal du pays. Bon, bien sûr, j'ai surtout quelques amis que je regrette qui ne peuvent pas venir tout le temps, que je ne peux pas voir aussi souvent que je le voudrais, qui sont en France. Mais sinon, je ne me sens pas du tout déraciné ou dépaysé en Turquie. Je me sens dans mon élément. Je ne sais pas, j'ai peut-être été turc dans une autre vie, mais non, j'ai pas ce problème-là. Bien sûr, j'ai quelques amis que j'aimerais voir plus souvent et qui ne peuvent pas toujours venir ou moi aller les voir. Mais en dehors de ça, je suis très bien acclimaté ici et content d'être à Istanbul. Parfait, parfait. On est heureux de savoir que vous êtes bien dans votre nouveau pays d'accueil. Les juges et les coutumes, j'imagine que vous êtes assez rapidement mis à la page. Alors, on va passer direct à la question, puisque vous habitez Istanbul, la capitale économique du pays. Il y a des turbulences ces derniers temps, notamment pour l'élection de la mairie avec notre ami Ekrem İmamoğlu, Müdafaa, exactement son vrai nom, qui est un candidat de l'opposition et qui se présente face à un candidat sortant, Binali Yıldırım, qui fait partie de l'équipe en place du gouvernement, à savoir de l'AKP. J'aimerais savoir un peu les tensions que vous avez ressenties sur Istanbul. Est-ce que cette campagne électorale pour les municipales se déroule de manière, j'allais dire, catholique, c'est peut-être pas le mot, musulmane dans ce cas-là. Donc j'aimerais avoir un peu votre ressenti de ce qui se passe un peu en bas de chez vous en fait. Alors, bon, moi je vais vous dire, franchement, vous le savez, on se connaît, moi, en tant que, si vous voulez, pour la politique internationale, je suis très pro-Erdogan, je l'ai toujours dit, parce que je trouve qu'il se débrouille très bien et qu'il défend le pays. Maintenant, pour les questions internes, comme des municipales, je considère que ça ne me regarde pas. Je n'ai pas la nationalité turque, je vis ici, voilà, et je laisse les Turcs faire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai de la sympathie pour Yıldırım, mais je ne me mêle pas des élections législatives. Municipal, pardon, et là je pense, bon évidemment, vous me demandez comment les gens voient ça, il est clair que il est un petit peu dommage dans ce cas-là que les élections n'aient pas été annulées tout de suite et qu'il y ait eu ce délai de, je sais plus, 23 jours, enfin il y a beaucoup de Turcs qui n'ont pas bien compris, bien sûr, mais enfin je pense que c'est le système, je pense que si ça a été fait, c'est qu'il y avait sans doute effectivement des fraudes, et il y a d'autres élections, il faut que les Turcs choisissent en toute liberté, et voilà, et qu'effectivement, bon, je pense que, bien entendu, quelques milliers de voix de différence dans une ville qui a plus de 20 millions d'habitants, c'était quand même assez étrange, donc je crois que c'était le 23 ou quelque chose comme ça, 23 juin, il me semble. Les Turcs jugeront, mais en tout cas, je reste totalement extérieur à ce qui concerne les municipales, ça me regarde pas, moi je pense défendre la Turquie en défendant Erdogan au plan international quand il soutient Maduro, quand il essaye de sortir de ce chantage permanent américano-sioniste. Donc je pense qu'il fait du très bon boulot à ce niveau-là. Je suis de ce côté-là, ça j'ai toujours dit. Donc voilà. Maintenant pour les municipales, je ne sais pas et ça me regarde pas trop en fait. Voilà. Simplement j'espère que les nouvelles élections se passeront d'une manière qui ne donnera pas lieu à nouveau à des petites batailles, parce que je pense que la Turquie a besoin d'être unie, surtout en ce moment avec toutes les menaces extérieures, et qu'on ne peut pas tellement se permettre de se diviser, de se taper dessus pour une histoire de municipalité. Donc j'espère que ça se passera de manière claire et propre. Voilà. Alors,
excusez-moi de revenir à la charge concernant ces élections. Vous dites exactement ce qu'il aurait fallu que ça soit, c'est-à-dire être unis et de faire une élection impartiale, si je peux m'exprimer ainsi. Quand on regarde ce qui se passe en France avec l'affaire Tiberi à Paris, notamment les fraudes, donc il se passe en fait dans toutes les grandes villes ce genre de fraude, hein, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'avec la Turquie, vous avez l'opposition qui est quand même soutenu ouvertement par les terroristes du PKK. On a des vidéos qui vont dans ce sens-là. Les putschistes du FETÖ qui sont retranchés en Pennsylvanie, qui ont apporté leur soutien aussi aux candidats de l'opposition. Vous avez beaucoup de mensonges qui ont été édités par ce monsieur, notamment sur la télévision turque CNN. J'imagine que vous avez dû voir un petit peu sans état d'âme où il ment. Donc, est-ce que ce genre de situation serait acceptable en France? Est-ce que ce genre de démocratie serait acceptable en France? Est-ce qu'en Turquie, en fait, ma question est celle-ci, il n'y a pas trop de liberté parce qu'on se permet d'avoir quand même... Je ne vois pas un candidat en France qui est soutenu par n'importe quelle organisation terroriste. Donc, est-ce qu'en Turquie, il n'y aurait pas trop de démocratie et de liberté? Ma question est celle-ci. En fait, moi, de toute façon, tout le monde connaît ma position là-dessus. J'ai été menacé régulièrement et par le PKK et par des associations juives, sionistes, etc. Donc tout le monde sait que c'est pas mes copains. Donc tout le monde sait aussi que je suis pas du GEP. Bon voilà, ça m'a d'ailleurs causé assez de problèmes ici. Donc je pense que tout le monde sait ce que je souhaiterais. Mais étant donné que moi je suis là depuis 1 an et demi et que je n'ai pas la nationalité turque, je laisse les Turcs choisir. Voilà. Mais il est bien évident que c'est bien pour ça que je ne... Bon, quand vous voyez, en fait, vous parliez de la France, ça fait des années que je dénonce le fait que sous Sarkozy, sous Hollande, sous Macron, les chefs du PKK ont toujours été reçus officiellement par le président, ce qui est absolument une honte. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a des chefs d'État en France qui sont des terroristes. Bon, on le sait, amené par M. Bernard-Henri Lévy, comme d'habitude. C'est l'axe israélo, PKK, etc. Je sais bien ce qui se passe en Turquie, c'est bien ça qui m'empêche de pouvoir soutenir des gens du GEP, parce qu'ils font alliance avec ces gens-là. Donc bon, ça, je l'ai déjà dit 1000 fois. Maintenant, c'est aux Turcs de savoir, mais j'espère que ça se passera proprement, j'espère que les Turcs se réveilleront, mais c'est pas à moi, comme étranger, de me mêler des élections municipales. Je peux donner mon avis beaucoup plus facilement quand il s'agit de politique internationale, parce que j'ai vécu un peu partout, et voilà. Là, ça regarde les Turcs, mais j'espère effectivement qu'ils n'accepteront pas de mettre au pouvoir des gens qui travaillent avec des terroristes qui s'en prennent à leur propre pays. Maintenant, c'est aux Turcs de se réveiller, aux stambouillottes. Exactement. Parce que bon, pour finir là-dessus, ça revêt aussi une espèce de force, parce qu'en fait, on dépasse le clivage d'Istanbul. Là, on est enfin, ça devient comme si c'était une présidentielle pratiquement, tellement que ça, vous avez dû voir, ça coule, ça fait couler beaucoup d'encre dans les médias internes. Donc, je ne vais pas continuer à vous poser des questions concernant la politique intérieure. Alors, on va passer tout de suite à la politique extérieure, si vous le voulez bien. Ma question, la première est celle-ci. Le jeu des USA vis-à-vis de l'Iran et de ce qui se passe en mer Méditerranée concernant les hydrocarbures qu'il y a aux alentours de Chypre, est-ce que ce jeu de passe-passe qui est de déstabiliser la région pour faire main basse sur ces hydrocarbures, par le prétexte que l'Iran serait une menace aussi et la Syrie qui est instable à l'heure actuelle, alors qu'on ne fait rien tout en sachant qu'avec les Russes, le processus d'Astana est toujours boudé par les Occidentaux. Que pensez-vous de la situation à l'heure actuelle sur la situation en mer Égée? En mer, Méditerranée. Je pense que ça fait partie d'une opération beaucoup plus large qui est menée par la CIA, le Mossad et toutes ces... voilà, l'axe américano-sioniste. Je pense que ces gens essayent de créer les chaos en Turquie. Je pense que ce qui se passe au Venezuela contre Maduro, ils essayent de l'amener ici contre Erdogan. Et je pense que le président turc l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il soutient Maduro. Il faut soutenir absolument Maduro parce que tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est comme d'habitude la stratégie du chaos judéo-maçonnique portée à l'extrême. En plus, j'avais ici il y a quelques jours un ami, Pierre Jovanovic, qui est un journaliste très
très connu, qui est venu passer quelques jours à Istanbul et qui, lui, est un économiste connu et qui m'a dit qu'il avait pu constater que JP Morgan, qui est quand même on va dire, des sociétés les plus puissantes et qui n'hésitent pas de temps en temps à organiser on ne dira pas des coups d'État, mais en tout cas à soutenir, avait envoyé énormément d'argent, c'est pas très bien écrit, au Venezuela et aussi en Turquie. Bon, ça c'est sûr que c'est pas pour des bonnes raisons, donc il y a toujours c'est bien que l'axe du mal, l'axe américano-sioniste essaie par tous les moyens de déstabiliser la Turquie, le Venezuela. Bon, il parle beaucoup de l'Iran, mais ça dure depuis toujours. Bon, l'Iran n'a jamais agressé personne, mais les Américains qui ont créé à peu près toutes les guerres avec les sionistes s'en prennent en permanence à l'Iran. Mais je pense que c'est plus pour faire diversion, parce que je ne crois pas qu'ils n'oseront jamais attaquer l'Iran. Par contre, on voit ce qui se passe au Venezuela, on voit ce qui se passe effectivement tout autour, et moi je pense que ce sont des attaques qui tendent à semer le chaos plus généralement dans la région. Il ne faut pas oublier ce que disait l'immonde Theodor Herzl, l'apôtre du sionisme, qui disait on aura l'Afghanistan, on aura l'Irak, on aura la Libye, on aura la Syrie, et la dernière marche, ça sera la Turquie, la plus difficile à prendre, mais on l'aura. Bon, on espère bien qu'ils ne l'auront pas, mais il faut bien comprendre que dans le plan sioniste du Grand Israël, la dernière marche, c'est la Turquie. Et ça, je pense que les Turcs le savent. Hein. Les Turcs ont quand même une histoire avec le sionisme. Hein. On connaît l'histoire avec le sultan et Theodor Herzl. Bon, donc les Turcs savent, là pour le coup, en général, mieux que les Français, c'est le sionisme. Mais enfin, le problème, c'est que même en Turquie, dans l'État profond, on en a beaucoup. Donc je pense qu'il faut que les Turcs soient unis contre les dangers de l'extérieur et qu'ils devraient soutenir les décisions internationales qui tendent à protéger leur pays, parce qu'il y a des dangers d'un petit peu partout. Et ils n'arrêteront pas comme ça. Donc on sait bien que voilà, il y a FETÖ, il y a le PKK, il y a le Mossad, il y a la CIA, il y a plein de choses. Il y a des banques et des sociétés qui espèrent voir l'économie s'effondrer, qui espèrent un coup d'État qui n'auront jamais, à mon avis, totalement impossible, parce que les Turcs ne se laisseront pas faire. Mais enfin, ils cherchent, et ils vont continuer de chercher. C'est pour ça que je pense que les Turcs ont le droit de s'unir un peu au-delà de leurs différences politiques, parce que les véritables attaques, elles risquent de venir de l'extérieur. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle, hein, avec le dollar, le S-400, où Trump n'hésite pas à menacer la Turquie comment dirais-je, de rétorsion si jamais il signe avec la Russie. Donc cette histoire de S-400, selon vous, ne cache pas derrière cela, parce qu'en fait, sur le S-400, je ne sais pas si vous êtes au courant, on se doute bien que ce n'est pas que le S-400, parce que si demain on arrêtait d'acheter à la Russie ce S-400, la situation avec les États-Unis ne s'arrangerait pas pour autant. Parce que le S-400, en fait, est un cristallisateur de la situation. Ce que Trump il n'accepte pas que le président turc ne soit pas, parce qu'a été Moubarak en Égypte ou autre, c'est-à-dire simplement un exécutant des États-Unis. Le président turc essaie de se libérer de cette situation. C'est pour ça que la Turquie a toujours été un pays pivot, et comme le dit Erdogan, on n'a pas à choisir ou à obéir ou aux États-Unis ou à la Russie. La Turquie est un grand pays indépendant et il trouve un équilibre qui permet de protéger le pays, ce qui n'est évidemment pas évident vu les menaces qui pèsent, les menaces économiques et autres. Mais bien évidemment, la Turquie ne peut pas continuer à obéir aux États-Unis. Et ça, évidemment, les États-Unis aiment avoir des alliés qui obéissent. Mais stratégiquement, je pense que le président turc a tout à fait raison d'aller davantage vers la Russie. Il faut continuer. Et je pense aussi qu'il faudrait aller davantage vers la Chine. Je sais que l'ancien Premier ministre Binali Yildirim allait souvent en Chine dans les derniers mois. Il faut sortir de cette situation. En plus, les États-Unis, la puissance américaine, elle s'effondre, hein, donc elle s'effondrera. Le nouveau monde sera différent avec la Chine, la Russie et d'autres puissances émergentes. Donc la Turquie a tout intérêt à ne pas se laisser impressionner par les menaces des vociférations de M. Trump. D'ailleurs, je veux dire, quand on voit le type, on ne peut pas tellement avoir le moindre respect pour ce gars-là. Donc il faut tenir bon, et voilà. Mais en tout cas,
ne pas avoir confiance dans les États-Unis, ça c'est clair. Bon, on l'a vu avec le dernier putsch où il a été plus ou moins téléguidé des bases de l'OTAN. Hein, donc on sait très bien que les USA à l'heure actuelle sont un allié que sur le papier. Non, bien entendu, bien entendu. Alors, le problème c'est que justement, effectivement, la Turquie est pour le coup très démocratique et vous avez partout, on sait bien qu'il y a des agents de FETÖ, on sait bien qu'il y a des gens du PKK, on sait bien qu'il y a des gens de la CIA, du Mossad, partout, et c'est très, très compliqué. Et voilà, donc effectivement, quand vous avez des pions placés à l'intérieur qui travaillent contre leur propre pays, c'est pas évident. Donc voilà, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, la Turquie a tout intérêt à se rapprocher encore davantage de la Russie, même si les choses ne sont pas complètement manichéennes, mais je pense que les États-Unis sont dans un tel état finalement économique, je sais pas si vous avez vu la tête des États-Unis, donc ils sont prêts à tout pour gagner quelques années, quitte à semer le chaos absolument partout, puisque c'est seulement sur le chaos qu'ils peuvent prospérer malheureusement. Ça on le sait. Donc je pense que c'est très bien ce virage de la Turquie qui s'éloigne de plus en plus des ordres. La Turquie n'a pas d'ordre à recevoir des États-Unis, et je pense que là-dessus, c'est ce que j'ai dit toujours, je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec la politique d'Erdogan là-dessus. Espérons qu'il continuera dans ce sens-là, et voilà, je pense que les gens comme Jared Kushner ou Trump, on a grandement intérêt à s'en méfier, donc voilà, et la Turquie est assez forte pour résister, j'espère du moins. Mais c'est pour ça qu'il faut éviter que le peuple s'excite sur des choses qui sont finalement assez secondaires. Voilà, mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne me mêle pas des municipales, mais enfin, c'est pas compliqué de comprendre ce que je préfère. Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Les urnes, d'ailleurs, parleront d'eux-mêmes le 23 juin, comme vous l'avez dit. Juste à titre d'information, l'opposition n'a eu que 19 jours à la mairie. Voilà, ça c'était pour apporter une précision. Mais pour le fameux S400, en fait, pourquoi je vous parle du S400 et pourquoi ma question était basée sur le S400, si vous voulez, le S400, si on monte ces batteries de S400 à la frontière syro-turque, à savoir Hakkari, et on bloque, en fait, on contrôle indirectement l'espace aérien israélien. Et si on fait le contraire de l'autre côté, c'est-à-dire à savoir à l'est, si on place ces mêmes batteries à Izmir, on bloque toute comment dirais-je, survol de la mer Égée, et les Grecs aussi seraient pénalisés par rapport à ça. Donc, si vous voulez, le S-400, comme son l'indique, a un rayon d'action de 400 km. Et si on change les missiles et on met les H4, on arrive à abattre des satellites géostationnaires qui sont en orbite, ce qui prouve vraiment la puissance de S-400 triomphe, et qui fait que les Alliés seraient vraiment en mauvaise posture vis-à-vis de la Turquie. Ils perdraient ces autonomies-là qui ont à l'heure actuelle, où la Turquie n'a pas vraiment, comment dirais-je, à son ciel qui est à découvert à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'ils envisagent, parce qu'ils savent très bien que la Turquie, on ne peut pas l'envahir par terre, enfin par la voie terrestre, et notre faiblesse n'est que la voie aérienne. Voilà, donc pourquoi ça cristallise autant? J'aurais aimé qu'on parle un peu là-dessus. Si vous avez éventuellement d'autres comment dirais-je, précisions à apporter là-dessus, ça serait la bienvenue. Alors, j'ai pas tout très bien entendu, ça coupait beaucoup dans ce que vous avez dit, mais oui, j'ai compris l'essentiel. Bon, je pense que de toute manière, rien ne reviendra sur l'acquisition des S400, et même, je crois, savoir que les questions de S500, enfin, je pense que tout ça, les États-Unis font du buzz avec ça en essayant de menacer la Turquie. D'abord, ils devraient savoir que plus on menace les Turcs, plus il se passe le contraire. Donc, c'est pas une très bonne idée, surtout d'envoyer ce genre de message au président turc. C'est pas vraiment sa tasse de thé, donc il n'y aura pas de retour en arrière. Les S-400 seront livrés, et je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Et puis, si les Américains continuent leur chantage, eh bien, il n'y aura pas les F-35 non plus. Il y a d'autres solutions. La Turquie a beaucoup d'autres solutions. Donc, je pense que effectivement, ils s'adaptent au mieux pour avoir un système assez fort pour pouvoir répondre en toute éventualité, parce qu'on ne sait pas du tout où ça peut aller.
Mais je pense que la manière dont s'y prend les États-Unis est de toute manière, comme d'habitude, vouée à l'échec. Les Américains ne savent pas parler autrement qu'en insultant ou en menaçant. Et quand on connaît le président turc, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Donc je pense que ça ira de plus en plus vers des armes qui viendront de la Russie, peut-être de Chine et ailleurs, mais je pense que la confiance est totalement rompue avec les États-Unis. Et vu le ton employé, je vois mal l'intérêt de la Turquie de s'armer avec les Américains qui sont prêts à tout pour semer le chaos ici. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus, mais je pense que rien ne remettra en cause les S-400, et même je pense qu'il y aura sans doute des armes qui seront fabriquées, peut-être F-500, enfin, entre Turcs et Russes. Je crois que c'est une très bonne idée, je pense que ça risque d'arriver, et ce serait, je pense, un très beau symbole que la Russie et la Turquie travaillent sur une arme commune, et je pense que ça a de grandes chances d'arriver. Oui, tout à l'heure vous avez parlé de la Chine, qu'on devrait aussi se rapprocher de la Chine. Alors, moi, vous savez très bien que je ne fais pas de langue de bois, je ne parle pas de façon censurée. Ma question est celle-ci. Avec le problème des Ouïghours, est-ce qu'il ne faudrait pas régler ce problème-là avant d'avoir des relations directes avec la Chine? Bon, malgré qu'on a des relations commerciales à l'heure actuelle, est-ce que le problème des Ouïghours ne devrait pas être traité quand même? Parce que la Chine, à l'heure actuelle, n'est pas vraiment en phase avec la religion islamique. Moi, c'est mon avis, ça n'engage que moi. On est absolument d'accord, la manière dont ils sont traités est absolument inadmissible. Mais on parle là de Satan, on parle de jeux d'échecs, on parle de défense nucléaire, on parle d'armes. Bon, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a des moyens diplomatiques et autres de faire pression sur la Chine pour ce problème-là, il faut le faire, c'est évident. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours, et je pense que rompre les relations avec la Chine pour cette raison-là, c'est pas une bonne idée. Il faut justement les pousser à changer cette chose-là qui est un véritable scandale. Ça, on est très clairement d'accord. Mais c'est pas une raison pour ne pas aller vers la Chine, ne serait-ce que pour l'avenir de la Turquie. C'est un pays qui prend de plus en plus d'ampleur. Les États-Unis sont en train de chuter. Il faut, on est quand même aussi dans la réelle politique. Il faut évidemment faire pression sur eux pour que la façon dont ils sont traités cesse, mais en même temps, ça ne justifie pas de ne pas continuer à discuter avec eux pour éventuellement pouvoir avoir des armes qui ne viennent pas toujours des États-Unis, ou en tout cas, je pense que sur le plan commercial, il y a des choses à faire, et que justement par ce commerce qu'on peut faire avec la Chine, il y aura moyen de leur faire entendre raison sur la manière dont ils les traitent, et de faire arrêter ça, parce que c'est totalement scandaleux, on est parfaitement d'accord. Et je crois que ça ne justifie pas de cesser de dialoguer avec eux. Non, bien au contraire, il ne faut pas rompre le dialogue, et Erdogan ne l'a même pas fait pendant Mavi Marmara, donc je ne vois pas pourquoi il le ferait avec la Chine à l'heure actuelle. Alors, continuons un petit peu ce qui se passe au Moyen-Orient, et là je vais venir un peu plus par rapport à une action interne qui a été menée par l'armée turque, le TSK, l'opération Pençe qui veut dire griffe. Donc on a eu hier 5 martyrs, 5 chiites qui sont tombés. Est-ce que cette action, que ça soit aussi bien les terroristes du PKK, aussi bien la CIA qui est sur place, ont été surpris parce qu'apparemment aucune information a été fuitée, et cette action a été menée de façon tambour battant par la Turquie. Je vous entends plus, ça coupe, j'ai rien entendu en fait. Je répète ma question. Est-ce que l'opération Pençe griffe, selon vous, a une efficacité, et les Turcs n'ont apparemment pas donné l'information aux Américains comme quoi ils allaient faire cette action, et quelle est comment dirais-je, l'efficacité de cette action selon vous? Ce que je peux dire, c'est que j'ai totale confiance dans les services turcs et les services secrets turcs qui sont brillantissimes. On a vu ça avec l'affaire Khashoggi d'ailleurs. Je pense que ceux qui prennent la Turquie pour des imbéciles vont récolter ce qu'ils méritent. Donc j'ai toute confiance dans la manière dont ce sera traité. Ils savent très bien que de tous côtés,
les mêmes cherchent toujours à attaquer. Je pense qu'ils ne pourront pas, ils ne peuvent rien faire. Je ne vois pas comment ils pourraient gagner sur ce temps-là. Donc je pense que la réponse turque est sera tout à fait adéquate. Ok. Alors, j'ai lu, je crois que c'était hier soir, sur un journal pro-Iran, enfin qui est même l'Iran, annoncer que la partie syrienne aurait capturé des généraux israéliens et turcs dans la région de Hama. Avez-vous des informations là-dessus? Non, j'en ai entendu parler, mais je peux pas ni vous confirmer ni affirmer, je ne sais pas. En tout cas, que des généraux israéliens se fassent arrêter là-bas, oui, ça arrive tous les jours. Hein. De toute façon, ils ont semé le chaos en Libye, en Syrie, partout ailleurs, c'est pas nouveau. On sait très bien, à chaque fois qu'on arrête des gens de Daesh, c'est toujours des Israéliens. Donc on sait bien que Daesh, qu'on appelait ISIS, enfin peu importe, c'est une création israélienne. Al-Nosra pareil, enfin on sait bien que la plupart des groupes terroristes qui changent de nom, parce que tous les jours, vous retrouvez toujours le Mossad derrière, vous retrouvez toujours Israël derrière. Bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle Iblis, voilà, en turc. Donc on sait contre quoi on se bat. Je pense que le jeu d'Israël est très dangereux. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Israël et à Netanyahou pour pouvoir continuer cette provocation. Je pense vraiment qu'ils risquent d'être très très surpris de ce qui peut leur arriver. Il est déjà en difficulté par rapport aux élections qu'il y a eu dans son propre pays. Oui, mais de toute façon, Netanyahou ou un autre, je veux dire, Israël est un État satanique, un État raciste, un État de haine, de voleurs, de tueurs, de criminels sanguinaires. Ça a toujours été le cas. Il faut appeler un chat. On parle de la droite israélienne, de la gauche israélienne, je veux bien. Depuis la création de ce pseudo-État, vous n'entendez de la bouche des premiers ministres, des présidents, des ministres que des monstruosités. Il faut tirer dans le ventre des femmes palestiniennes parce que ça fait 2 morts d'un coup. Il faut génocider les Palestiniens. Pour se rapprocher de Dieu, il faut les brûler dans leur maison. Enfin, ce sont des malades, ce sont des fous furieux. Donc, moi, personnellement, je veux dire, bon, le sionisme, c'est le mal par essence. À partir du moment où on a compris ça, en dehors des juifs antisionistes, on sait très bien à qui on a affaire. Donc, tant que l'État d'Israël, tant qu'il n'y aura pas 2 États, et ça, il n'y aura jamais 2 États, on voit bien qu'on s'en éloigne tous les jours parce qu'ils n'accepteront jamais, ça continuera dans le chaos jusqu'à un moment où Israël va se prendre une gifle bien méritée qu'ils auraient dû prendre déjà depuis 40 ans. Comme le disait Nejmettin Al-Bakan, il se croit très malin, mais un jour, quand la réponse va venir, ça sera terrible. Enfin, c'est un peu leur histoire, ça s'est toujours reproduit dans l'histoire et ça se reproduira à nouveau. Et le cadeau de Trump à Netanyahou, qui était aussi un cadeau pour qu'il puisse gagner ses élections, notamment pour le Golan, vous en pensez quoi avec le transfert du consulat de Tel Aviv à Jérusalem? C'est terrible évidemment, mais je pense qu'au fond, si on regarde à long terme, je pense que ça sera le talon d'Achille, ça sera ce qui fera perdre Israël, parce que ça c'est trop et personne n'acceptera ça. Donc c'est juste la question du temps, mais entre avoir donné Kudus, enfin Jérusalem à l'État hébreu, offrir le Golan, bon, on se demande ce que Trump va faire à nouveau. Voilà, il n'a qu'à donner la Floride ou un État d'Amérique, s'il les aime tellement qu'il les prenne chez lui. Enfin, il y en a déjà pas mal, remarqué. Le titre de retourner contre Israël. Et que la plupart des pays arabo-musulmans n'accepteront absolument jamais ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'organisent pour que tout ça s'arrête. Et je pense que comme d'habitude, ils sont gaffeurs, imprudents, violents, mais qui sous-estiment tout de même la nature du dégoût provoqué par leurs actes. Et moi, je pense que ça, des gens comme Netanyahou et tous ces fanatiques finiront très très mal. Et peut-être plus tôt qu'on ne pense. Bon, maintenant, le système n'est pas prêt de tomber, mais je crois que les actes d'Israël ont créé une telle envie de
promis une telle colère dans le monde entier, à peu près toutes tendances confondues. Je pense que c'est juste la question du temps où ils vont prendre la fantastique gifle qu'ils méritent. Alors, concernant, on continue un petit peu sur le Moyen-Orient, concernant la Ligue arabe quand même, qui reste stoïque et calme, et qui n'a pas vraiment un leader pour avoir une politique dans le Moyen-Orient global, que pensez-vous de cette Ligue quand même, parce que qui reste passif par rapport à notamment ce qui se passe en Syrie, ne faudrait-il pas la réformer? Sans doute, mais de toute façon, on sait bien qu'il y a partout des infiltrés, hein, aussi dans le monde musulman, et on sait bien qu'il y a des gens qui se prétendent musulmans et qui travaillent avec Israël, hein, malheureusement, ça c'est clair, et donc on est très souvent étonné effectivement par les réactions de certaines entités arabo-musulmanes qui sont pas très très chauds pour soutenir leurs frères palestiniens. Bon, mais ça on le sait depuis longtemps, mais je pense que on n'en est plus tellement là. Je pense que toutes ces ligues, bien sûr, il faut les réformer, mais je pense que ça se généralise. Je pense que Israël s'est isolé à un tel degré du reste du monde que le danger que ce cancer, c'est un véritable cancer, représente pour le monde entier est visible de tous. Donc ça ne pourra pas continuer comme ça très longtemps, que la Ligue arabe soit ce qu'elle soit ou pas. Je crois que, bon, on sait très bien aussi que d'ailleurs le Mahmoud Abbas ne fait rien pour les Palestiniens. Hein. C'est un peu comme le Dalai Lama avec les Tibétains, si vous voulez. C'est pareil. Hein. C'est une façade, mais c'est pas Yasser Arafat. Hein. Yasser Arafat, oui, il s'est battu pour la cause palestinienne. Mahmoud Abbas, c'est un lâche qui se contente de rester à sa place et qui ne fait absolument rien, on le sait. Donc voilà, mais je pense que ça passera pas par ces gens-là. Je pense que ça se passera autrement. Je pense que les gens qui sont honnêtes dans le monde musulman se lèveront contre ces massacres d'Israël. Et je pense pas que ce seront les représentants officiels de telle ou telle ligue ou de telle ou telle caste qui vont faire quelque chose. Je pense que ça sera beaucoup plus général et sans doute beaucoup plus impressionnant que ça. Ok. Alors, si vous le voulez bien, on va venir un petit peu à la politique française. Hein. J'aimerais avoir votre avis de ce qui se passe à l'heure actuelle avec Macron. Et ça fait quand même 29 semaines où les gilets jaunes sont dans la rue, où Macron fait la sourde oreille. Il a eu un retour de manivelle avec les élections européennes. La situation en France va-t-elle s'améliorer ou on va aller droit dans le chaos ou droit dans le mur, puisqu'on a un président qui fait la sourde oreille et qui ne fait absolument rien pour son propre peuple, voire même il envoie les CRS. Ça, moi je le dis depuis le début, j'ai soutenu le mouvement des Gilets jaunes dès le début, parce que pour une fois dans l'histoire, ça n'est pas une manifestation de gauchistes, ça n'est pas une manifestation de droite, ça n'est pas une manifestation d'un syndicat, c'est tout le peuple. Des gens de gauche, des gens de droite, des gens apolitiques, des jeunes, des personnes âgées, des gens qui travaillent, des gens qui sont au chômage, des gens de 85 ans, des jeunes de 15 ans, des chrétiens, des musulmans. Vous avez tout le peuple, parce que le peuple s'est enfin réveillé, s'est rendu compte qu'ils avaient élu à la tête de la République un banquier chez Rothschild, et qu'ils ont bien compris qu'ils étaient des esclaves. C'est-à-dire que tout ce mensonge, la France est une grande démocratie, etc., quand on voit la France donner des leçons de démocratie à la Turquie et qu'on voit comment ces salopards tirent dans les yeux de femmes âgées, font tomber des femmes en fauteuil roulant, les matraquent au sol, enfin je veux dire, c'est du jamais vu. Bon. Mais ça a eu le mérite d'éveiller le peuple français, de comprendre que nous sommes en France un pays occupé, totalement occupé par les sionistes, occupé par le CRIF. Les Français ont compris que les véritables maîtres de la France, ce sont les sionistes. Le véritable président, c'est Netanyahou. Vous avez Meir Abdi, Bernard-Henri Lévy, Khalifa du CRIF et toute la bande, qui d'ailleurs ont, dès les premiers jours, appelé, il y a même eu un ancien ministre juif, Ferry, qui a appelé à tuer les gilets jaunes. Hein. Donc je veux dire, c'est... Voilà. Et comme d'habitude, on voit des réactions hystériques, bien évidemment, des banques juives et de toute la diaspora. Voilà. Et ça a eu le mérite d'éveiller les Français sur le véritable système. Donc Macron, effectivement, est une catastrophe. Mais on sait très bien qu'au-delà de Macron, tout le système est totalement corrompu, infiltré. Moi, j'ai des amis policiers de haut grade qui me disent c'est absolument terrible, on est infiltré par le Mossad de partout, on peut même
rentrer dans les réunions, ils sont partout. On est en train de devenir des Palestiniens dans notre propre pays, et je crois que les Français viennent de se rendre compte à quel point c'était grave. Et pour la première fois, ils ont compris que cette espèce de jeu politique, qui est Mélenchon, qui est Le Pen, qui est Macron, tout ça n'a aucune importance parce que ils ont pris conscience qu'ils étaient finalement des esclaves dans leur propre pays. Et ce mépris total du peuple montre évidemment que ça va se radicaliser et ça va continuer. Tout ça sont des ordres donnés par la banque Rothschild et autres. Ils veulent que le peuple crève et c'est tout. Donc ça ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Mais il faut faire attention aussi. Bien sûr, je suis pour que Macron parte, mais je ne suis pas forcément pour sa démission immédiatement parce qu'on risquerait d'avoir derrière une Marine Le Pen qui malheureusement s'est vendue aux sionistes et qui travaille avec l'extrême droite israélienne. Donc, si vous voulez, quand on dit Macron ou Marine Le Pen, c'est un petit peu comme si on demandait vous préférez la peste ou le choléra, quoi. Donc, le problème, c'est le système. Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut des proportionnels à 100%, pas des petites doses de proportionnels. On ne peut pas parler de démocratie dans un pays qui n'a pas des proportionnels à 100%. Et puis il faut tout changer. Il faut faire annuler la loi Fabius-Guessot. Il faut virer Laurent Fabius qui se soutient des terroristes, le type du sang contaminé, lui et son voleur de fils, du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est ce monsieur qui est président du Conseil constitutionnel, ce monsieur qui n'arrêtait pas de cracher sur la Turquie et qui disait que Al-Nosra faisait du bon boulot. Voilà la situation dans laquelle est la France. On a ce gros porc de Meyer Habib qui arrive à l'Assemblée nationale, qui est un agent du Mossad, qui arrive avec des agents du Mossad armés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en France. Non, on est un pays occupé et pour la première fois, enfin, les Français commencent à le comprendre et on ne peut plus tolérer ça. Il faut rétablir le crime de haute trahison qui avait été supprimé par Sarkozy et qui permettrait de destituer non seulement les présidents, mais de poursuivre tous ceux qui se livrent au terrorisme contre leur propre pays. Je veux dire, des gens comme Laurent Fabius, Meyer Habib, Bernard-Henri Lévy n'ont rien à faire en France. Et les présidents qui reçoivent des chefs du PKK comme des chefs d'État à l'Élysée, mais c'est à vomir. Donc moi, évidemment, comme j'ai été un des premiers à révéler ça il y a quelques années, j'en ai pris mal à la figure, mais maintenant tout le monde le voit. Donc on voit bien que la France est une réelle dictature, je crois que le monde entier peut le voir. Bien sûr, je méprise Macron profondément, mais j'espère que que ce soit les Gilets jaunes, ou en tout cas tous les Français qui veulent sortir de cette situation, comprendront qu'il faut d'abord faire interdire le CRIF, envoyer ces gens d'où ils viennent, et libérer le pays d'institutions de salopards qui en plus nous volent pour nous interdire et qui ont créé un système qui est totalement antidémocratique, mafieux et terroriste. Voilà. Alors, dans vos propos, j'ai entendu que vous avez dit que Marine Le Pen avait vendu son parti aux Juifs, alors que moi, je me rappelle, étant tout jeune, Jean-Marie Le Pen avait été condamné pour avoir dit les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire. Jean-Marie Le Pen est toujours un ami à moi, je l'aime beaucoup, il m'invite chez lui régulièrement quand je peux venir en France, j'ai beaucoup de respect pour son père. On peut apprécier ou pas son caractère ou ses idées, mais il a eu le courage de ne jamais se soumettre devant ce lobby infect des ultrasionistes. Il a lutté contre, et d'ailleurs je rappelle qu'il avait, il y a 30 ans, d'ailleurs on en parle souvent, j'en parle avec son fils, il avait rencontré Necmettin Erbakan à l'époque pour essayer de créer un lien entre la France et la Turquie. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour Jean-Marie Le Pen et un immense mépris pour sa fille. Je regrette bien évidemment que Jean-Marie Le Pen n'ait pas confié le parti à Bruno Gollnisch, qui est un antisioniste et un homme courageux. Mais bon, voilà, c'est peut-être l'amour filial. Comme dit Jean-Marie Le Pen, parfois on est toujours puni par où on a péché. Et donc la façon dont sa fille l'a traité est non seulement évidemment une honte, mais ça doit aussi alerter les Français sur la manière dont eux vont être traités par elle. Parce qu'une femme qui arrive à traiter son père de cette manière-là, vous voyez un peu ce qu'elle peut vous réserver. Et moi je dis simplement que le Rassemblement national aurait pu être un grand espoir s'il n'avait pas été vendu aux sionistes. Et malheureusement, l'entourage de Marine Le Pen, entre son compagnon Louis Alliot, Maître Collard, qui est un ultra-sioniste, et quasiment tout ce qui compose le RN actuellement, c'est ça,
n'avait pas été plus ou moins vendu ou offert sur un plateau par Marine aux ultrasionistes, on pourrait dire ça représente un espoir. Mais malheureusement, on sait très bien qu'avec des gens comme Gilbert Collard et toute la clique autour, là on est proche de Golnadel et de l'extrême droite israélienne, c'est-à-dire Netanyahou et toute la clique Finkielkraut-Zemmour. Et moi personnellement, c'est pas du tout ce que je veux. Moi j'aimerais effectivement en France une vraie droite, mais qui soit une droite antisioniste, qui rassemble chrétiens musulmans et qui lutte contre cette espèce de dérive soi-disant socialistes qui sont en fait des véritables scandales. On se fait voler tous les jours. Enfin, il faut abattre ce système. Malheureusement, Marine Le Pen, sans doute pour être mieux vue dans les médias, pour plus de visibilité, s'est couchée devant ces gens-là et a déshonoré le mouvement. Alors, je me réjouis quand même que Macron ait perdu les élections européennes. Ça, c'est une bonne chose. De toute manière, bien évidemment, mais il faut faire très attention maintenant pour les prochaines présidentielles. J'espère que les Français se réveilleront et si le Rassemblement national veut gagner, il faudra que Marine Le Pen parte ou alors qu'elle nettoie son parti de toutes les entités sionistes qui sont collées dessus et qui nous inquiètent beaucoup parce qu'on ne laissera pas passer ça et je crois que le peuple non plus. La victoire aux européennes, c'est pas une victoire de Marine Le Pen, c'est une victoire évidemment contre Macron. Et ça, je m'y associe aussi, c'est très bien que Macron a pris une gifle, cet européisme épouvantable est perdu, c'est très bien. Mais pour des présidentielles, si Marine Le Pen veut gagner, elle aura intérêt à ne pas frayer avec ses sionistes, sinon elle ne passera pas. On est nombreux à être éveillés, je crois que ni les chrétiens ni les musulmans, à part certains, ne se laisseront prendre à ce jeu-là. Et comme je pense que malheureusement elle ne fera rien, il faut soit qu'elle parte et que quelqu'un d'autre prenne la succession du mouvement, ou alors éventuellement que quelqu'un réussisse à lui faire entendre raison, mais si, comme l'a dit son père, si elle va sur cette voie-là, elle est quelque chose, elle ne sera plus rien. Parce que les soi-disant résistants au système qui se bougent devant le système et qui installent au Front National, enfin au Rassemblement National des ultrasionistes, c'est pas acceptable. Alors, on ne peut pas accepter non plus que Mme Marine Le Pen ait participé au Parlement juif européen. Qu'est-ce que c'est que ça, le Parlement juif européen? Il y a un Parlement européen, elle avait quand même eu l'audace d'avoir été la seule à ne pas condamner lorsqu'il y a 4 ans, les Israéliens avaient massacré des enfants palestiniens sur les plages, etc. Le monde entier s'en était ému. Elle n'avait pas condamné. Donc c'est pour ça. Et il y a autre chose, c'est que Mme Marine Le Pen a parmi ses gardes du corps des gens de la LDJ, Ligue de défense juive, qui est une association terroriste et classée terroriste aux États-Unis et en Israël. Eh bien, Marine Le Pen continue à se servir de ces gens-là dans sa garde rapprochée, ce qui peut quand même tout dire. Normalement, il devrait y avoir une enquête pour ça, mais comme évidemment en France occupée, ces gens peuvent s'entraîner même dans les ministères. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Même aux États-Unis et même en Israël, ces gens sont classés terroristes, mais pas en France. Donc comprenez que, évidemment, et moi, c'est pour ça que j'ai à la fois, le PKK, mais c'est maintenant davantage la Ligue de défense juive qui m'adresse en permanence des menaces de mort et autres, parce que j'ai bien décidé de les faire interdire en France et de réveiller les gens sur le danger que représentent ces gens-là qui ont tué même des Palestiniens en plein Paris, enfin, sont des tueurs, sont des terroristes. Et tout le monde sait qui ils sont, on les connaît. La France ne fait rien. Pourquoi la France ne fait rien? Parce que le pouvoir en France est dans leurs mains. Et il faut libérer le pays, c'est le seul moyen. Et je crois que les Français commencent petit à petit à s'y éveiller. Alors, on va venir à ma dernière question. Ma dernière question qui est liée à votre réponse que vous veniez de nous dire. Vous avez peut-être oublié d'en parler. On a, après Marine Le Pen, sa remplaçante, qui est sa remplaçante, qui est... Je disais, je voulais en fait qu'on vienne sur l'aspect des futures présidentielles. Est-ce que Maréchal Marine Le Pen, si je n'écorche pas son nom, serait un candidat crédible, puisque Marine Le Pen elle-même est entachée de ce que vous venez d'expliquer à l'heure actuelle, qui est une vendue quelque part. Est-ce que
on n'a pas une deuxième Le Pen qui serait derrière pour prendre la relève et qui serait présidentiable. Alors, c'est bien le danger, c'est ce que je pense, mais il faut faire attention. Marion Maréchal, d'ailleurs, elle s'appelle plus Le Pen, puisqu'elle n'a rien trouvé de mieux à faire que d'effacer son nom. Elle rampe encore bien davantage, encore plus que Marine. Elle a créé son université à Lyon. Oui. Et donc, il faut savoir qu'elle est en grande partie financée par le frère Becbédé, c'est-à-dire le type au patronat, là, qui est aussi de la communauté juive, évidemment. Elle est soutenue par des gens et invitée régulièrement par des gens comme Bolnadel. Donc, c'est la même chose, c'est l'extrême droite israélienne qui essaie de faire passer la pilule aux Français, qui comprend que les Français ont envie d'une droite maintenant, parce qu'on n'en peut plus des gauchistes, ça il faut avouer que personne n'en peut plus, on a vu le résultat, mais ils essayent donc de créer ce qu'on appelle le national-sionisme, et ça nous on n'en veut pas, et donc on ne veut pas de Marion Maréchal, qui en plus a fait l'insulte à son grand-père à qui elle doit tout, de lui cracher à la figure et de supprimer son nom. Elle est elle aussi avec tous les sionistes de l'extrême droite israélienne, donc les deux, moi je veux ni de Marine Le Pen ni de Marion Maréchal. Ou alors, si on réussissait à faire entendre raison à Marine et qu'elle arrête ses imbécilités, mais je n'y crois pas une seconde. Non, ce qu'on espère, c'est un vrai mouvement de résistance, de droite nationale souverainiste, avec les chrétiens, les musulmans, et s'il y en a des juifs antisionistes, nous on n'est pas racistes, mais en tout cas, on ne veut pas d'une fausse droite qui serait en fait j'allais dire un Likoud français, totalement piloté d'Israël, et ça on le voit venir, et il nous reste quand même encore pas mal de temps avant les présidentielles pour éveiller le peuple, et ça on le fera. Et si jamais Marion Maréchal ou Marine Le Pen veulent aller dans ce sens-là, on aura tout le temps de décliner ça pour que le peuple se réveille et elles ne gagneront pas. Si ces gens veulent gagner, ils le feront d'une autre manière, mais certainement pas en nous rendant encore plus esclaves d'Israël. Et voilà, donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'on veut. Et je crois que le peuple ne s'y laissera pas prendre. Il reste encore beaucoup de temps pour éveiller les gens là-dessus. Bon, ben, je vous remercie, cher Stéphane. Vous nous avez éclairé, vous nous avez... Merci à vous aussi. Et bon, ben, on vient à la fin de ce programme. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres programmes. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez éventuellement des informations croustillantes à nous révéler. À très bientôt. À bientôt et bonne soirée à vous. Merci. Avez-vous un dernier message éventuellement? Je peux vous donner encore un petit peu de temps si vous voulez. Un message que vous aimeriez particulièrement soumettre à certaines personnes. Un dernier message, je peux dire, c'est-à-dire c'est pas pour le vendre parce que c'est aux Palestiniens, mais j'ai un CD qui sortira il sera sans doute il sera disponible début septembre, mais il sortira un petit peu avant, qui est un disque où j'ai beaucoup de mes œuvres turques, ma fantaisie ottomane avec l'orchestre de Hongrie, beaucoup d'autres œuvres, des rhapsodies turques, et qui est un disque pour les Palestiniens, avec une œuvre que j'avais d'ailleurs écrite il y a 20 ans pour Yasser Arafat, et avec ma fantaisie ottomane, et c'est un CD dont l'argent qui sera récolté ira aux Palestiniens, mais pas à des associations soi-disant palestiniennes dont on ne sait jamais trop si ça arrive pas, mais directement aux Palestiniens de Gaza. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais voilà, c'est un projet de 10 par la fabrication, là, et je vous en reparlerai le moment venu. Très bien. Alors, rappelons que aussi vous avez fait aussi des concerts concernant la Syrie pour Arpin et dont les sommes ont été versées pour des associations humanitaires, d'après ce que j'ai compris la dernière fois. Oui, ou parfois on fait des concerts simplement gratuits où tout le monde peut venir, les Syriens, les Turcs, etc. Et on essaie de projeter ça médiatiquement, oui. J'ai joué en Syrie, j'ai joué à Kilis, j'ai fait des concerts pour les Palestiniens à Sivas aussi, et je continue. Et là, on va faire ce disque pour, en même temps, rappeler aux artistes que je trouve pas très très courageux quand même, ils sont pas non carrière soit gênée par ça. Mais en tout cas, ce disque sortira déjà pour remettre un coup de projecteur sur ce qui se passe à Gaza et sur les crimes qui sont commis sur nos frères palestiniens,
Voilà. Bon, ben, on remercie votre générosité et on vous dit à très très bientôt. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir ici avec nous. À très bientôt, c'était un plaisir aussi. Et Ouais. bonne soirée à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. À bientôt. Bonne journée. Bon, ben voilà, vous avez eu notre ami Stéphane qui vous a un peu expliqué la situation et sa manière et sa façon de voir les choses, que ce soit aussi bien pour la Turquie que pour la France. Vous avez pu voir un peu certains comment dire, pièges à éviter, etc. etc. Donc, merci à tous de nous avoir suivis ici. Je vais vous donner les prochains rendez-vous. D'ici une dizaine de jours, 15 jours, grand maximum, je vais avoir un autre intervenant qui, lui, est beaucoup plus proche de la Russie, puisqu'il a à sa guise les relations turco-russes, où lui nous donnera la stratégie que les Russes et les Turcs suivent à l'heure actuelle et les relations qu'ils ont entre eux, notamment pour le S-400 et les armements. Donc un spécialiste de la Russie sera avec nous donc d'ici une quinzaine de jours. Je vous donne son nom, c'est Talat Enverovic. Vous avez souvent l'occasion de le voir dans les chaînes turques d'information et autres où il donne son avis. Voilà, je vous dis à très bientôt. On va se quitter en musique, puisqu'on est venu par avec la musique. Vous savez très bien la tradition de comment on fait. Alors, je vais vous mettre la musique et on va se quitter comme ça.